Pour en apprendre toutes les richesses, il n'y a pas de meilleur guide qu'Annie. Elle est la mémoire de Provins. Sans jamais s'enlacer, elle adore raconter tous ses secrets. Tout au long de ma vie, déjà longue, j'ai un petit peu voyagé. J'ai vu de très jolies choses. Mais toujours, je suis revenue à Provins et dans ses environs avec bonheur, en me disant constamment que c'est ici le plus beau. Provins est un joyau médiéval intact. Les ruelles et les monuments de la ville haute témoignent encore aujourd'hui de cette époque flamboyante où les comtes de Champagne dominaient la région. Annie a rendez-vous avec Jean-François, directeur de l'Office du tourisme, pour une petite balade. Leur visite débute au pied du monument emblématique de la ville, la Tour César. Alors Jean-François, pourquoi est-ce qu'on dit Tour de César ? Alors, en fait, César n'a jamais mis les pieds à Provins. On a appelé la tour Tour de César parce qu'au 19e, les monuments qui avaient gardé toute leur splendeur et leur beauté, on avait coutume de les appeler César. Mais c'est avant tout un donjon. On voit que les comtes de Champagne ont voulu lancer un signal de puissance. On a une tour qui représente vraiment la puissance des comtes. C'est un symbole de richesse avec une architecture qui est extrêmement sophistiquée. On veut montrer que le comté de Champagne est quelque chose de très très important par rapport au roi de France. Au Moyen-Âge, la tour César servit à la fois de tour de guet, de prison et de refuge. Elle fut même occupée pendant la guerre de Cent Ans par les Anglais. Mais ce n'est pas tout. Alors Annie, nous sommes ici dans la chambre du gouverneur. Alors il faut essayer de s'imaginer que les comtes de Champagne accueillent ici des hôtes de marque, des VIP, dirons-nous maintenant. Et donc cette chambre a des éléments de confort, ce qui est tout à fait exceptionnel pour le XIIe siècle. Donc on peut noter une cheminée, donc cette pièce était donc chauffée, des ouvertures, donc une chambre éclairée. On note également derrière vous donc un lit, et surtout alors vraiment là le confort vraiment extrême, ce sont des latrines privées. Donc là on est vraiment dans une chambre 5 étoiles palace réservée vraiment pour les hôtes de marque. Au XIIe siècle, Provins devient la troisième ville de France après Paris et Rouen grâce à ses célèbres foires de Champagne. Des centaines de marchands flamands, allemands ou encore catalans viennent échanger leurs produits les plus précieux contre la draperie de Provins. Pour les protéger des assaillants, les comtes de Champagne vont édifier tout autour de la ville cette immense enceinte militaire. Bonjour Pierre. Tu vas bien ? Ça va bien, merci. Et pour stocker toutes leurs richesses, les habitants de Provins vont alors construire un système très ingénieux à l'abri des regards des brigands. Annie et Jean-François sont invités chez leur ami Pierre, qui possède chez lui un précieux accès à ce témoignage de l'histoire médiévale. Ah, c'est beau, c'est beau. Mon Dieu. C'est magnifique. Donc là, tu es pur 12e. Je pense que ça appartenait à des ecclésiastiques. Alors, le 12e, 13e, c'est la période des foires de Champagne. Et ici, tu es dans un immeuble de rapport. Et c'est donc aussi des immeubles qui sont des entrepôts logistiques, en fait. À l'époque, au 12e, on avait besoin, dans ces transhumances, de stocker beaucoup de matière. Il y avait aussi des petits ateliers qui se mettaient. Donc là, tu vois, maintenant, il y avait là le départ des souterrains. On compte encore aujourd'hui à Provins 150 magnifiques caves voûtées intactes comme celle de Pierre dans les maisons provinoises. Et toutes, à l'époque des comtes de Champagne, étaient reliées entre elles. Mais alors, ces souterrains donc, avaient plusieurs fonctions, soit des lieux de communication, quelquefois des fonctions militaires, quelquefois aussi ils servaient de carrière pour extraire du sable à foulon pour dégraisser la laine. Voilà. Quand j'étais tout petit, on circulait dans ces souterrains. C'était des vrais cours de récréation. Mais c'était dangereux, tu sais, Pierre. Oui. Voilà, on se promenait un petit peu c'était un terrain de jeu quand même dans un terrain de jeu qui n'était pas sécurisé. Si ces caveaux privés ne peuvent se visiter, dans la ville basse, 250 mètres de souterrains sont ouverts au public.
Autre spécialité de Provins, culinaire cette fois et incontournable pour vos papilles, c'est la rose de Provins. Pour en découvrir toutes ses propriétés, Annie retrouve Carla. Bonjour Carla. Bonjour Annie. Apicultrice depuis plus de 15 ans, ce qu'elle préfère cultiver par-dessus tout, c'est cette fleur si odorante. Tu sens un peu Annie? Ah oui, oui. Hein? Même sans la mettre sous le nez, Mais je sens encore. Ah oui, hein? T'as toujours envie de les sentir. Carla cultive ce qu'on appelle la Rosa gallica. Elle est l'ancêtre de toutes les variétés cultivées en France. Importée de Syrie par le comte de Champagne Thibaut IV au XIIIe siècle, elle fait encore aujourd'hui la réputation de la cité médiévale. La cueillette, c'est mois de juin, fin juin, Tout le mois de juin. tout le mois de juin. Du 1er juin au 30 juin. Et vous êtes nombreux quand même à récolter. Ah parce que- j'ai 8 personnes qui viennent Oui. cueillir et on ramasse tout ça. Cette année, j'en ai cueilli 280 kilos, quoi. Ah Tu oui, vois, oui, ça oui. fait pas mal, hein. Et un pétale ne pèse pas 1 gramme, hein. Ah oui. Ces kilos de pétales de rose, récoltés chaque année, vont permettre à Carla de préparer un précieux nectar qui fait toute sa renommée. Alors on Sans trie, peine. on enlève Oui. toutes les petites cochonneries qui puissent se trouver dedans. Tu vois, des petites feuilles. Ah, Après, regarde un oui, peu oui, Annie, comment oui. ça sent bon. Hein, on s'y baignerait, Oui, hein. on s'y baignerait. Un peu de lait. Un peu de un lait, peu de de pétales pétales, de rose. et puis on se met dedans. Si la fleur est réputée à l'époque pour soigner les maux de digestion et purifier la peau, la Rosa gallica est aujourd'hui très appréciée dans la gastronomie. La spécialité de Carla, c'est le confit à la rose. Alors là, qu'est-ce que tu as mis dans la bassine alors là, Ah, ça, Annie, c'est secret. c'est secret. Bon. On va pas dévoiler la D'accord. recette, Annie. Non, non. Hein, voilà. Alors, on peut dire confiture quand même. on il faut dit mieux pas dire confiture parce avec qu'il des n'y a pas de fleurs. fruits. Ouais, voilà. C'est ce que... On dit confit. Mais c'est une confiture, hein, Annie. Hein. Oui, quand même. On fait le miel à la rose de Provins, on fait le pain d'épices à la rose, Oui. les bonbons à la rose, les nougats à la rose aussi. Hein. Il n'y a pas une moutarde aussi Et la moutarde, le sirop, Beaucoup de choses. beaucoup que de l'on choses peut avec, avec la rose. Hein. Une recette secrètement gardée et qui a su faire de Carla une célébrité dans Provins. Et voilà. Pour son invité, elle a préparé une petite surprise typique du coin. Bon, ben Annie, on va faire une dégustation. Du J'ai bruit de emmené Provins. du bruit de Provins. Ah hein. oui. Tu vois, ça... Oui, Coule de noblesse source. oblige, on est Voilà. à Provins. Ah, c'est très Voilà. appétissant. Tiens, Annie, Mmh. hein, je vais faire de même pour moi quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en Oh, penses? c'est délicieux. Hein, c'était Délicieux. Voilà. Ah oui. Voilà. Regarde-moi ça. On peut se servir du confit autrement, dans d'autres Ah oui, mets. avec Foie gras. Ah oui, le foie gras. Alors là, c'est divin. Avec le foie gras, c'est divin. Avec un petit morceau de ton pain d'épices. Voilà. On n'est pas déçus. Jamais. Non, non. Jamais déçus. Si vous êtes attiré par le doux parfum de la rose de Provins, sachez qu'une magnifique roseraie de 3 hectares avec plus de 300 variétés de roses se visite du mois d'avril à Noël. À une cinquantaine de kilomètres de Provins, au beau milieu de la campagne seine-et-marnaise, se cache une propriété privée unique en son genre, le château de Vaux-le-Vicomte. Chef-d'œuvre du XVIIe siècle, pensé par un homme, Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Alexandre de Vaugué, l'actuel propriétaire du château, va accueillir Annie pour une visite exclusive. Bonjour Bonjour, Annie. Alexandre. Bienvenue Ben, à vous. Aujourd'hui encore, il est habité par le génie et l'ambition de son prédécesseur, Nicolas Fouquet. Donc en 1141, il arrive ici, il y a des champs, il y a des rivières qui coulent, il y a des collines, il y a un château fort qui se trouve dans cette direction-là, et il a un grand dessin qui va s'appeler Vaux-le-Vicomte plusieurs années après. Grâce aux 3 meilleurs artistes de son temps, qu'il va réunir autour de lui, le nôtre, le paysager jardinier, Jardinier. le veau, l'architecte, Et le brun, la décoration. et le brun, la décoration. ça. Exactement. Ouais, oui. Et donc, il rassemble ces 3 génies de l'art français et il va leur donner ce que tout artiste rêverait qu'on leur donne. Une page blanche.
plein Il y a pouvoir. 500 hectares Oui. et c'est 500 hectares vierges. Il faut faire une création 500 hectares, totale. exactement, de rien. À condition d'être innovant Oui. et audacieux. À l'époque, le château de Versailles n'existe pas encore. Et l'audace incroyable de ces 3 architectes va faire de ce palais un monument unique en son genre. Vous voyez bien, vous voyez que votre œil Oui. traverse le château Oui. et vous voyez ce qu'on appelle le pré-incliné, donc une pelouse au bout de laquelle se dresse l'Hercule Farnèse, donc une gigantesque statue. oui. Donc leur propos, c'est de réussir à trouver une harmonie parfaite entre le jardin et le château. Et en fait, grâce à cette transparence, on a vraiment le jardin qui rentre dans le château. Il y a le château qui s'impose au milieu du jardin. Son commanditaire, Nicolas Fouquet, veut montrer l'influence, la puissance, son ambition, son intelligence, le montrer au plus grand nombre. Pour les extérieurs, le célèbre paysagiste Le Nôtre va dessiner 33 hectares de somptueux jardins à la française. À l'intérieur, tel un roi, Nicolas Fouquet s'est offert une décoration à sa gloire. Un mobilier d'excellence, son portrait et son emblème, l'écureuil, disséminés un peu partout dans le château. Le tout est confié au plus grand décorateur du siècle, Charles Lebrun. Parce que vous êtes là Oui. et que vous êtes une fidèle, je vais vous montrer quelques éléments de décoration du cabinet des jeux. Donc Annie, ce qu'il faut que vous regardiez absolument, c'est vous tordre le cou et regarder le sommeil. Vous n'allez pas m'endormir. Ah non, mais non, Bon, la alors pièce je est regarde. magnifique. Je regarde. La peinture est magnifique. Oh. C'est le sommeil de Lebrun. Et donc c'est Orphée qui s'endort dans les volutes de la nuit et qui parsème la terre de quelques pétales de fleurs de pavot. Annie aurait pu ne jamais visiter ce château. En ruine au XIXe siècle, Vaux-le-Vicomte fut abandonné pendant plus de 40 ans. Mais heureusement, un certain grand industriel, tombé amoureux des lieux, racheta le château à la bougie. Et en 1875, mon arrière-arrière-grand-père, Alfred Sommier, achète la propriété et va consacrer sa vie à ressusciter véritablement l'endroit qui est en mauvais état. Alors Voilà. donc là, vous avez votre mère. Mon père à droite, Votre et, père. ici, en petite culotte, c'est lui également dans les jardins. Depuis, la famille d'Alexandre se démène chaque jour pour entretenir ce château et permettre aux touristes de découvrir le destin tragique de son ancien propriétaire. En effet, l'ambition et la fortune personnelle de Nicolas Fouquet vont faire de nombreux envieux. Colbert brigue son poste de ministre des Finances. Le roi Soleil, lui, s'agace de la puissance de son ministre. Tous deux organisent alors sa chute dès le mois de mai 1661. Mais un épisode dans son propre château de Vaux-le-Vicomte va aggraver son sort. Donc Annie, il y a un événement évidemment majeur dont vous avez entendu parler à Vaux-le-Vicomte, Oui, le 17 août, le fameux 17 août. l'arrivée du roi et de sa cour. Absolument. Donc le 17 août, le roi est invité par Fouquet. Fouquet. Et Fouquet, effectivement, organise une fête magnifique pour inaugurer son château. Fouquet est en haut des marches. Oui. Le roi arrive en carrosse. Alors vous pouvez imaginer les dizaines de carrosses harnachées. Et le roi monte les escaliers Oui. vers son ministre des Finances. Son ministre des Finances, évidemment, se décoiffe. Et on se demande des deux quel est le plus royal. Ce soir-là, Fouquet souhaite en mettre plein la vue à ses invités de marque. Vaux-le-Vicomte devient le théâtre d'une fête somptueuse. 1200 jets d'eau et de cascades, des ballets champêtres, des joutes sur l'eau et des feux d'artifice majestueux. Même Molière est venu pour l'occasion jouer pour la première fois sa comédie-ballet, Les Fâcheux. Alors le roi, comme vous le savez, avait déjà décidé du sort de Fouquet, mais c'est vrai que les fastes, les splendeurs qu'il a vues ce il a soir-là vécu ce soir. ont dû très clairement corroborer sa décision. Oui, oui. Et puis il y a cette fameuse phrase, vous savez, de Voltaire, et qui dit « À 8 heures du soir, Fouquet était roi de France, à 2 heures du matin, il n'était plus rien ». Fouquet est arrêté 3 semaines plus tard par D'Artagnan, puis emprisonné jusqu'à la fin de ses jours.
Son château, quant à lui, est entièrement pillé. Comme Annie, n'hésitez pas à grimper en fin de journée les escaliers étroits du dôme pour admirer ces magnifiques jardins et s'imaginer une dernière fois ce qu'a pu être la fête la plus retentissante du siècle. On dit que le silence est le cri le plus fort. Alors, taisons-nous, admirons. Au menu de cette fête fastueuse, Fouquet avait sûrement dû faire venir des bris de Melun ou de Meaux, la spécialité de la région et dont le roi Louis XIV raffolait. Ce fromage à la croûte blanche, dont la réputation est déjà faite au XIIIe siècle, est la fierté des Seine-et-Marnais. Bris de Melun, de Meaux, de Coulommiers ou encore de Provins, il en existe pour tous les palais. Annie a rendez-vous à Saint-Marc-Vieux-Maison, dans la ferme de Jean-Jacques, pour apprendre les secrets de fabrication du brie. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Annie Drouot. Enchanté Annie. Amoureux du terroir, ce producteur de lait s'est lancé il y a 3 ans dans la confection de coulommiers entièrement bio. Tous les matins, à l'aide d'un coagulant animal qu'on appelle la présure, l'agriculteur prépare son lait cru au caillage. Donc c'est la première opération. Donc là j'ai versé la présure qui se mélange. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on a à peu près 30 minutes de repos. Combien de litres de lait là? Là il y a une centaine de litres. Une demi-heure de repos pour laisser le lait cailler, puis Jean-Jacques va le faire égoutter dans des moules spéciaux pendant plusieurs heures, dans une salle à 28 degrés, comme le veut la tradition. Nos ancêtres avaient l'habitude de faire les fromages près de la cheminée. Ah oui. Vous travaillez uniquement de vos mains. C'est vraiment artisanal. Alors Jean-Jacques, moi je voudrais vraiment savoir la technique du fromager qui différencie le brie de Meaux au brie de Melun et au brie de Coulommiers. La différence essentiellement c'est une question de temps. Pour le brie de Coulommiers, vous allez mettre de la présure et attendre 30 minutes environ. Pour du brie de Melun, vous allez toujours mettre la présure, mais vous allez attendre 18 heures. Une fois les fromages séchés et salés, toute la différence va également se faire pendant l'affinage. Mais ça, ce n'est pas Jean-Jacques qui s'en occupe. Annie a rendez-vous à la fromagerie Ganneau, la plus ancienne de la Brie, où Isabelle l'attend pour lui montrer les différentes techniques d'affinage. Bonjour Annie. Bonjour Isabelle. Merci de me recevoir dans cette maison ancestrale, je crois, Oui. d'affinage. Oui, absolument. 1895. 1895. Voilà. Donc ici, nous avons toujours travaillé avec les fermiers autour de la fromagerie. Nous récoltons des fromages frais de sel et nous les amenons en maturation. Merci On y va Isabelle. Oui, on y va. C'est ici, dans les caves d'Isabelle, que les fromages de Jean-Jacques vont être bichonnés pour une maturation optimale. Vous voyez, quand je reçois des fromages comme ça qui arrivent directement de chez Monsieur Boudin, on appelle ça un fromage frais de sel. C'est un fromage où la croûte n'est pas développée et le fromage est tout sec. La croûte s'appelle toujours la croûte? Non, ça s'appelle la fleur. On dit que c'est une croûte fleurie. Ah, c'est joli. C'est plus joli. Là, ce sont des fromages qui ont une semaine environ. Oui. Un fromage qui a déjà pratiquement 4-5 semaines, vous voyez la différence, vous voyez? Donc on voit bien la fleur qui s'est développée sur l'ensemble du fromage et la fleur qui épaissit. Au total, dans 2 grandes caves, Isabelle affine 5 à 6 000 bris chaque année. Bris de Meaux, de Melun, Coulommiers ou bris fermiers, chacun a droit à un traitement particulier. Chaque brie, en fait, a un temps d'affinage différent. Et ensuite, le temps d'affinage va également déterminer le goût du fromage. Bien sûr. Oui. On va avoir, pour le brie de Meaux, un goût un petit peu plus fin, plus crémeux. Alors, le brie de Melun, lui, c'est l'extrême. On va être à 12 semaines d'affinage. On va avoir quelque chose, un fromage plus de bouquet, plus fort en bouche. Oui, oui. Hein. Puis, entre les deux, on a le coulommiers, qui va être un peu plus crayeux. Vous savez, la craie un petit peu au milieu, comme ça. Voilà. Oui, oui.
Alors souvent, j'apparente ma cave à un fût de chêne, où on va stocker vous voyez, le vin dans le tonneau qui va reprendre les arômes du bois. Et bien, nous, c'est un peu la même chose. Hein, le fromage va s'imprégner en fait de cet environnement, de cette humidité, de cette température. Et parce qu'Annie ne se lasse jamais de cette spécialité sénémarnaise, elle est prête à goûter le brie bio de Jean-Jacques. Alors attention Annie, on coupe toujours son fromage Je dans la regarde. longueur, d'accord, et jamais la pointe. Ah non. Vous savez pourquoi? Oui, si on coupe la tête, on doit une bouteille de champagne. Tout à fait. On dit que ça tue l'amitié, que ça rompt l'amitié. Voilà, je vous en prie. J'ai un plaisir à goûter. Le brie, vous avez vu fabriquer ce matin. On est à la ferme. Oui. On a un petit goût de foin, Un petit goût de foin, un petit goût authentique. un petit goût rustique. Il est excellent. Ouais. Même sans pain.